Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Merci, Madame Ferrari, de m'avoir invitée. Et comme vous m'aviez invitée à compléter ma propre introduction, je me permets de dire en avant-propos qu'à la base, j'ai commencé comme chimiste. Donc, j'ai fait un bac plus 5 en chimie, puis j'ai travaillé 5 ans en laboratoire, ce qui m'a convaincue de retourner aux études et de faire Sciences Po, tout le cursus. Bac plus 5, plus le doctorat. Et comme mon doctorat portait sur l'eau en Palestine, j'ai aussi fait une licence en études islamiques. Donc, quand on me demande, vous êtes dans quelle branche? Je ne sais pas. Et c'est pour ça qu'après avoir discuté avec moi, Madame Ferrari m'avait présenté comme ethnographe. Et je peux comprendre pourquoi. Voilà. Alors, quelques réflexions que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. C'est que ce qui nous unit tous depuis ce matin, c'est qu'on discute la partie terrestre du cycle de l'eau. En fait, on discute un petit peu de la partie atmosphérique. Pour l'instant, c'est un peu négligeable. Autrement dit, on regarde les interactions que les êtres humains ont avec l'eau entre le moment où soit la goutte d'eau atterrit sur la Terre, hein, ou bien qu'elle surgit de terre ensuite, et le moment où, et tout au travers de sa trajectoire jusqu'au moment où elle va quitter le système. C'est très basique, mais elle peut quitter le système de 3 manières, la goutte d'eau. Soit elle s'évapore, soit elle atteint la mer, soit elle est transpirée par une plante ou par un animal. Les plantes sont comme nous. Plus la chaleur est importante, plus elles vont transpirer. Donc, si on s'attend à des températures plus grandes, il faut s'attendre à des plantes qui transpirent plus, donc qui pompent de l'eau de la terre vers le ciel. Et alors, donc, le long de cette trajectoire de l'eau, je crois que ce qui est très important, c'est de toujours garder l'entièreté de la trajectoire en tête. Vous allez avoir plusieurs types d'acteurs qui vont faire plusieurs interactions différentes avec ce flux d'eau. On a tendance à considérer l'eau comme un stock. C'est effectivement un stock. Hein. Vous avez tant d'eau renouvelable dans une nappe, vous avez tant d'eau sur la planète. Bon, mais c'est aussi un flux parce qu'elle est constamment en train de bouger. Et quand on la pense uniquement comme un stock, ça nous fait perdre de vue des choses très, très importantes. Donc, si on la regarde comme un flux qui suit cette trajectoire, on va s'apercevoir que l'eau qui est utilisée par l'acteur A et qui est gaspillée, entre guillemets, eh bien, ça va faire le bonheur de l'acteur B, qui est un petit peu plus en aval et qui, lui, va utiliser cette eau soi-disant gaspillée par l'acteur A. Donc, quand je vois des appels à l'économie d'eau, moi, je me méfie. Parce qu'on a beaucoup de cas d'économie d'eau qui se sont retrouvés des désastres pour d'autres acteurs interagissant avec cette même trajectoire de l'eau. Un cas d'école qui a même été en justice aux États-Unis, c'est le fleuve Colorado. Vous avez un traité entre les États des États-Unis qui partagent le Colorado. Ils s'attribuent à chacun un quota, donc une quantité d'eau du Colorado à laquelle ils ont droit. C'est ce genre de traité, mais pas toujours, parce que ça veut dire qu'on lie la nature par traité à obéir à un traité, hein, ce qui, avec le changement climatique, est un petit peu douteux. Mais bon, donc ce qui s'est passé, c'est que dans un État qui était plus en amont, le long du Colorado, on a amélioré l'efficacité des systèmes d'irrigation. Ce qui veut dire que beaucoup d'eau qui percolait normalement au travers de la terre et retournait dans le fleuve, eh bien, n'y retournait plus. Et donc, il n'y a plus eu assez de débit en aval dans le fleuve pour permettre à l'État suivant d'avoir la quantité à laquelle il avait droit par traité. Alors, l'État en amont a dit « Moi, j'ai simplement pris la quantité à laquelle j'ai droit, je suis en règle. » L'État qui est en aval dit « Ah non, 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 puisque moi, maintenant, je n'ai plus la quantité à laquelle j'ai droit. » Ça s'est terminé aux tribunaux, comme aux États-Unis, hein, on règle les choses. Et la Cour suprême a tranché que « Ah non, 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 vous étiez devenu trop efficace. Vous devez devenir moins efficace dans votre irrigation pour permettre à l'État qui est en aval. » C'était 2 États américains. Si ça avait été le Mexique, je ne suis pas certaine que le tribunal aurait eu cette sagesse. Mais bon, il l'a eu entre 2 États américains. Et donc, ça a été une première dans l'histoire où on s'est posé justement la question de qu'est-ce que l'efficacité le long de toute la trajectoire de l'eau, entre le moment où la goutte d'eau émerge de terre ou bien atterrit du ciel et le moment où elle quitte le système. Prenons une échelle plus petite maintenant, parce que ça, c'est vraiment très grande échelle, hein, le Colorado.
Moi, je spécialise sur le monde arabe. Souvent, on va voir 2 villages qui ont développé une source depuis des siècles. Quand on voit des systèmes de tenue de l'eau élaborés localement, qui durent depuis des siècles, ça signifie que ils sont plutôt durables. Ils ont réussi à s'adapter à des changements économiques, des changements démographiques, souvent des changements climatiques. Et souvent, pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à être durables? C'est parce qu'ils se sont adaptés l'un à l'autre. Souvent, 2 villages se rendent compte que le village qui est plus en amont, même du point de vue de l'eau souterraine, en fait, affecte le village qui est plus en aval. On a eu des projets où la coopération était venue bétonner, cimenter des canaux d'irrigation en terre, qui ont ensuite été détruits par les agriculteurs. Il ne faut pas les accuser d'obscurantisme, ces agriculteurs. Ils s'étaient aperçus que depuis que les canaux d'irrigation étaient cimentés, eh bien, le village un peu plus bas, dans la vallée, n'avait plus d'eau dans son puits. Et donc, ils ont eux-mêmes détruit le ciment qui avait été posé sur le fond de leur canot pour permettre l'infiltration de l'eau dans la terre qui remplissait le puits du village voisin. Dans le monde arabe, on a souvent des villages qui dépendent de clans différents. Et ce qu'ils voulaient, c'était garder la paix entre les clans. C'est totalement logique ce qu'ils ont fait. Ne les accusons surtout pas d'obscurantisme. Et ça a eu un très bon résultat. Alors, en fait, ce qu'il faut qu'on reconnaisse, c'est que le long de cette trajectoire de l'eau, chacun va agir selon son imaginaire socio-technique. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on a un ordre social auquel on souscrit. Ici, en France, on a tendance à penser que c'est l'État qui doit prendre beaucoup de choses en main, c'est l'État qui décide du programme scolaire pour nos enfants, par exemple. Bon. Mais on pourrait souscrire à un autre ordre social, où le rôle de la famille élargie, par exemple, est beaucoup plus important. C'est ce qu'on trouve souvent dans des pays arabes. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque ordre social, on va combiner un ordre naturel. L'ordre naturel, c'est la représentation qu'on se fait de la nature. Et même si nous avons étudié dans de belles universités, même des choses très chouettes comme la chimie, en fait, ce qu'il faut accepter, c'est que notre discours scientifique, c'est une représentation de la nature. La preuve que ce n'est pas la nature elle-même, c'est qu'il n'arrête pas d'évoluer, il n'arrête pas de changer, on n'arrête pas d'essayer de l'améliorer. Et chacun a une représentation de la nature qui va être liée à sa représentation de la société dans laquelle il veut vivre. Et c'est là où on voit des soucis pointés. Parce que pour certains acteurs, le long de la trajectoire de l'eau, l'eau, c'est un bien économique pour produire des cultures d'exportation à forte valeur ajoutée, par exemple. Ça, c'est son imaginaire socio-technique. Un autre acteur un peu plus loin, pour lui, l'eau, ça fait simplement partie de l'environnement parce qu'il y a des poissons qui vivent dedans et cet acteur-là va vivre de la pêche, par exemple. Donc, on a tous des imaginaires socio-techniques quelque acteur qu'on soit. Alors, un premier problème qui va se poser, c'est que certains acteurs, alors, vont avoir du mal à s'imaginer que d'autres ont des imaginaires socio-techniques différents d'eux. Dans le cadre du Colorado, pas vraiment. Dans le cadre des 2 villages arabes dont je vous parlais, pas vraiment. Mais quand vous avez plusieurs types d'acteurs différents le long d'une longue trajectoire, et c'est la majorité des cas, là, vous allez avoir des acteurs qui ont des imaginaires socio-techniques très, très différents les uns des autres. Et certains vont vraiment avoir du mal à comprendre que d'autres ont un imaginaire socio-technique différent du leur et que cet autre imaginaire socio-technique est aussi légitime que le leur. On voit ça avec le droit de l'homme à l'eau. J'admire Riccardo Petrella, que j'ai connu à l'Université de Louvain, et qui a porté ce projet, mais avec passion et avec générosité. Il l'a aussi porté avec son imaginaire socio-technique. Et du coup, quand on voit la définition qui a été donnée au droit de l'eau en tant que droit de l'homme, c'est vraiment un imaginaire. Ça correspond à un imaginaire socio-technique d'urbain, de pays très industrialisé. Ça colle avec l'idée, je veux que chacun ait une eau de bonne qualité à son robinet chez lui. Moi, j'ai ça chez moi, je suis très contente. Je n'essaie pas de dire qu'il ne faut pas viser ça. Simplement, il y en a, avec d'autres imaginaires socio-techniques, on aurait formulé ce droit différemment. Je pense par exemple aux Indiens Cris, dans le nord du Québec, qui vivaient en interaction complète. Ils mangent du poisson 3 fois par jour. Ils vivent de chasse et de pêche. Pour eux, l'eau, ce n'est pas quelque chose qui arrive au robinet. Pour eux, l'eau, c'est quelque chose qui fait qu'ils peuvent manger du poisson 3 fois par jour. La première nouvelle qu'ils ont eue du barrage
qu'on allait construire pour faire de l'hydroélectricité qui allait être vendue à New York, la première nouvelle qu'ils ont eue, c'est quand ils ont vu les hélicoptères arriver avec les bétonneuses. Personne ne leur avait dit qu'on allait construire un barrage qui allait inonder 400 km² de leur territoire de chasse et de pêche. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On a transformé des eaux vives en eau stagnante. Et pour la première fois dans l'histoire des Autochtones canadiens, la maladie de Minamata s'est développée. Et ça, ce n'était pas du tout attendu. On n'a pas construit ces barrages dans le nord du Québec pour détruire les Autochtones. C'était inattendu, on n'avait pas prévu ça au programme. Mais ça s'est passé. Et en fait, l'imaginaire sociotechnique des Indiens Cris n'avait même pas été pris en considération dans cette prise de décision. Maintenant, ils ont bien rebondi. Hein. Ils ont construit avec des Inuits, ils ont construit un canouillac, ils ont pagayé jusque New York et ils sont allés annoncer à New York ce qui était en train de leur arriver parce qu'il y avait d'autres plans pour d'autres barrages. Et ils ont tellement bien fait leur campagne de relations publiques que la ville de New York a annulé son contrat. Ce qui fait qu'il n'y avait plus de raison de construire le nouveau barrage. Comme quoi, le fait qu'on ait un imaginaire sociotechnique qui n'est pas typique de ce qui sort de nos universités, ça ne vous empêche pas d'être entendu parfois, mais il faut bien vous organiser. Hein. Et puis, ça se trouve être un problème pour l'instant dans notre définition du droit de l'homme à l'eau, parce qu'on a eu des populations, notamment aux États-Unis, avec Eagle Creek, par exemple, dont la rivière a été contaminée par une mine. Et ils ont été au tribunal en disant notre droit de l'homme à l'eau a été affecté parce que nous, on vit en symbiose avec cette rivière. C'est notre mode de vie, c'est notre mode de subsistance. Ce n'est pas de l'eau au robinet pour nous, le droit de l'homme. C'est notre interaction avec la rivière. Et ils ont été déboutés au tribunal. Donc, c'est vraiment, on doit améliorer cette définition du droit de l'homme. Un autre type de problème qu'on voit et que j'ai essayé de discuter avec M. Lalonde, mais je suis triste qu'il soit parti, il n'est pas là aujourd'hui, c'est que depuis 1993, la Banque mondiale a demandé aux États auxquels elle allait prêter de l'argent d'adopter d'abord une bonne loi de l'eau. Alors, si un État répondait en disant « mais c'est quoi une bonne loi de l'eau ?» La Banque mondiale alors lui donnait l'argent, pas prêter, donnait l'argent pour faire venir un consultant qui venait leur écrire une bonne loi de l'eau. Et après, évidemment, c'était bien si quand même il la votait au Parlement, parce que c'est bien la démocratie, mais bon, il fallait que ce soit une bonne loi de l'eau. Ce qui fait que toutes les lois dans les pays, les lois de l'eau, dans les pays qui avaient besoin de prêts de la Banque mondiale, c'est-à-dire les pays qui ne sont pas si riches que ça, se sont mis à adopter des lois de l'eau qui se ressemblent à s'y méprendre. Et aucune de ces lois ne s'est basée sur les modes de tenue de l'eau qui avaient été élaborés localement par la population depuis des siècles et qui étaient adaptés à l'imaginaire sociotechnique, au mode de vie, au mode d'agriculture. Alors, on a eu une loi partout dans le monde, enfin dans le monde des pays pas si riches que ça, comme je dirais, qui rend invisibles les institutions locales. Et maintenant, on se retrouve avec une Banque mondiale qui crie à l'horreur en disant 50% de l'eau dans le monde est volée. Une partie de l'eau, certes, est volée. Une partie de l'eau, surtout l'eau domestique dans les zones urbaines. Certes, il y a des gens qui vont jouer avec leur compteur pour essayer que le compteur ne comptabilise pas l'eau qu'ils utilisent. Certes, ça arrive. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de voleurs dans le monde. Mais l'essentiel de cette masse d'eau, elle n'est pas volée comme ça. C'est surtout de l'eau qui est utilisée par des paysans pour irriguer selon des modes de tenue de l'eau qui n'ont pas été reconnus dans la loi. Et cette loi fait d'eux des bandits. Alors, on a des cas, par exemple, on a des cas presque partout dans le monde comme ça. Mais je vais seulement m'arrêter parce que j'ai peur que Madame Ferrari me dise que je parle trop longtemps. Non, ça va. C'est bien, mais on va peut-être... J'avais un cas juste à donner comme exemple. On pourrait vous en donner, on pourrait parler toute la journée. Hein. Mais je donne le cours de 24 heures à Sciences Po Paris là-dessus, si vous voulez. Donc, il y a un cas qui est quand même très proche de nous, c'est la Tunisie. Vous regardez la vallée de la Medjarda, une vallée où le cours d'eau a été très, très transformé, beaucoup de barrages. Et donc, ce sont les lâchers de barrages qui déterminent le débit de l'eau qui passe dans la rivière. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que 40% de l'eau
est l'objet de, entre guillemets, des prélèvements illicites. Mais si vous parlez avec les ingénieurs tunisiens eux-mêmes, avec les gens du ministère de l'eau eux-mêmes, ils font une énorme distinction entre deux types d'acteurs qui font des prélèvements illicites. Les premiers, c'est des paysans qui étaient déjà là avant qu'on construise les barrages. Et ils ont toujours pris l'eau dans l'Oued. Eux, ils continuent à faire comme ils ont toujours fait. Bon, eux, en général, ils ont une agriculture de petite superficie et une consommation qui est assez petite. Mais vous avez aussi des agrobusiness qui sont venus s'installer et qui, elles, vont irriguer de manière très, très étendue et qui font de très grands prélèvements. Et elles se sont installées après l'arrivée des barrages, après la loi de l'eau. Donc, pour ces ingénieurs tunisiens, ceux-là, ils sont vraiment illicites parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient quand ils sont venus. Mais et ces ingénieurs sont obligés de satisfaire ces acteurs-là parce que les villes se situent tout à fait en aval. Donc, quand ils font leur lâcher, ils doivent inclure les 40% en plus pour les préleveurs illicites parce que sinon, les villes qui sont tout à fait en aval n'auront plus d'eau potable. Alors, ils ne vont pas priver les villes d'eau potable. Voilà. Donc, ils sont obligés de satisfaire ces acteurs-là. Mais entre ces deux types d'acteurs, les premiers, ceux qui sont considérés comme pas si illicites que ça par les fonctionnaires tunisiens, eux, ils ne sont pas efficaces non plus. Parce que si, avec notre notion d'efficience, la notion qui prédomine d'efficience, c'est maximiser la masse végétale cultivée pour le marché par goutte d'eau consommée. Alors, de ce point de vue-là, ils sont inefficients. Par contre, les agrobusiness qui se sont installés et qui, eux, font des gros prélèvements, eux sont beaucoup plus efficients selon cette définition-là. Donc, si on fait un serrage de boulons au nom de l'efficience de l'utilisation de l'eau, on élimine ceux qui, en fait, sont pas si illicites que ça. Et c'est tout le... moi, ce que j'apprécie énormément... j'aurais dû vous dire aussi. Pour l'instant, je travaille comme consultante aussi pour la FAO, la Food and Agricultural Organization des Nations Unies, qui, évidemment, le 3/4 de leur travail, c'est de l'eau. Et alors, du coup, c'est un travail qu'on fait avec eux pour l'instant au travers de la FAO, parce qu'ils veulent résoudre cette situation-là sans faire de mal à des gens qui sont maintenant définis comme des voleurs par leur loi de l'eau. Voilà. Donc, je m'arrêterai là. Très bien.